Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Alizée et je suis ravie d'animer cette table ronde cet après-midi à Livre en Marche sur la thématique éco-engagement, éco-affrontement, éco-anxiété. Alors de quoi est-ce qu'on parle ? On entend le mot écologie un petit peu à toutes les sauces en ce moment dans les médias et dans toutes les conversations. Si on se rappelle déjà d'où ça vient, écologie, en étymologie latine, c'est la science de l'habitat. Éco, c'est la science, et oikos, c'est la maison. Et je pense que personne n'ignore ici que notre maison aujourd'hui, notre habitat à tous et à tous, la planète qui nous entoure, elle est mise à mal. Alors je ne vais pas répéter ici tous les chiffres qu'on entend partout, que vous avez déjà dû entendre ce matin et en début d'après-midi, sur le dérèglement climatique, la disparition des espèces, la pollution de l'eau, de l'air, de l'océan et toutes les catastrophes en chaîne que ça implique sur notre habitat. Mais de fait, notre habitat se rappelle à nous et ça déclenche un certain nombre de réactions et de sentiments chez chacun d'entre nous. Et c'est ça aujourd'hui qu'on va essayer de décrypter et de comprendre. Alors, je pense que dans un premier temps, déjà, on est de plus en plus nombreux à s'inquiéter de l'état et de l'évolution de notre habitat. Puisqu'aujourd'hui, il y a à peu près 3/4 des jeunes, d'après une étude de The Lancet et de la Fondation Santé Environnement, qui se déclarent inquiets ou extrêmement inquiets de la planète, de l'évolution de la planète, et 75% qui sont pessimistes quant à l'évolution et quant à leur propre futur. C'est là qu'on touche du doigt du concept d'éco-anxiété. Face à ça, il y a plein de façons de réagir. On peut ignorer tout ça. On peut aussi avoir envie de s'engager. Il y a des renouveaux d'envie d'engagement chez les jeunes générations, notamment, mais pas que. Et puis, en fait, on peut aussi être en colère et s'énerver. Puisqu'il faut comprendre aussi que même si on a l'impression, et les intervenants le disaient tout à l'heure, qu'on est de moins en moins à nier, en fait, une récente étude a montré qu'il y a 37% des Français qui sont climato-sceptiques. Il y a donc un tiers de la population qui, dans les dernières études, renie l'origine humaine du dérèglement climatique. Puisque sur ces 37%, il y a 29% qui disent qu'il y a un réchauffement climatique, mais qui disent que ce n'est pas lié à l'activité humaine. Et donc, face à ça, ça commence à créer des tensions dans la société, parce qu'on n'est pas forcément d'accord sur le constat. Et une fois qu'on n'est pas d'accord sur le constat, on n'est pas forcément d'accord non plus sur les solutions et sur les choix collectifs qu'il faut mettre en place pour arrêter ces phénomènes. Ce qui génère aussi des affrontements et une polarisation de plus en plus forte. Et donc, j'ai avec moi 3 invités aujourd'hui pour explorer un peu ce qui se passe aujourd'hui au sein de notre société. J'ai Magali Payen, fondatrice de On est prêt et de Imagine 2050 et de la société de production Newtopia avec Cyril Dion et Marion Cotillard. Julien Devorex, tu as fondé le podcast Sismic et tu as écrit un livre qui s'appelle Le monde change et on n'y comprend rien. Et Anthony Cortez, qui a écrit 2 livres, vous pouvez tous les retrouver là-bas, L'affrontement qui vient de l'éco-résistance à l'écoterrorisme et du réveil de la France oubliée. Et du coup, ensemble, on a 1h15 pour explorer un peu ces différentes thématiques et se demander, face aux événements climatiques, aux événements écologiques qui sont de plus en plus présents, comment est-ce que chacun individuellement on réagit ? Qu'est-ce que ça nous fait ? Qu'est-ce que ça nous fait faire ? Est-ce qu'on peut rester impassible ? Est-ce qu'on est forcé d'agir ? Mais aussi d'aller plus loin et de décrypter qu'est-ce que ça veut dire en tant que société. Et en fait, cette présence de plus en plus forte de l'écologie et de ses conséquences, qu'est-ce que ça dit de notre société actuelle et qu'est-ce que ça présage de notre société future et quelles sont les dynamiques à l'œuvre au sein de la société française essentiellement. Et puis, comment est-ce qu'on peut réussir à dépasser ces clivages pour agir collectivement. Et du coup, j'aimerais bien d'abord qu'on explore un peu avec tous les 3 votre propre parcours à vous, parce que vous êtes engagés aujourd'hui, mais vous l'avez sûrement pas forcément toujours été. Et puis qu'on comprenne un peu comment vous en êtes venus à faire ce que vous faites aujourd'hui et qu'est-ce qui vous guide encore aujourd'hui. Donc on peut peut-être commencer par toi, Magali. Toi, tu as commencé en 2007, il me semble, avec un mémoire sur le cinéma d'engagement. Donc déjà en 2007, tu disais comment la culture peut aider à l'engagement. Et puis il y a quelques années, tu as quitté un travail plutôt classique pour créer On est prêt, puis Imagine 2050. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment t'en es arrivé là ? Oui.
Alors, pour commencer, ce que je fais au quotidien, c'est que j'essaye d'accompagner la transformation du monde, la métamorphose du monde, via les imaginaires et la mobilisation citoyenne, en partant du postulat qu'on arrive à la fin d'un paradigme de société. Enfin, voilà, cette civilisation telle qu'elle fonctionnait ne peut plus fonctionner et nous permettre d'habiter cette planète. Et donc, il y a urgence, et ça, c'est les scientifiques qui nous le disent depuis des décennies, il y a urgence à inventer un nouveau monde. Et donc, effectivement, c'est ce que j'essaye de faire avec le mouvement de mobilisation citoyenne On est prêt, que j'ai lancé en 2018, qui a pour vocation de mobiliser la jeunesse principalement, mais pas que, de la mobiliser pour un monde plus respectueux du vivant et de la justice sociale, en coordonnant des artistes, des influenceurs entre eux, mais aussi avec des sachants en amont qui viennent alimenter leur contenu. Donc les sachants, ce sont les journalistes, les lanceurs d'alerte, les experts, etc. Et puis en aval, une fois que les spectateurs ont vu une vidéo, que les lecteurs ont lu un livre, qu'ils ont envie d'agir, qu'ils ont été émus, eh bien, l'enjeu, c'est de leur donner des outils très très concrets pour leur permettre de passer à l'action dans leur vie, pour avoir de l'impact. Voilà. Et donc là, on va connecter avec des activistes, des ONG, des entrepreneurs sociaux sur le terrain. Avec On est prêt, on a commencé en 2018 avec une première campagne pour le climat, qui a rassemblé 130 influenceurs sur les réseaux sociaux. Ça nous a permis de toucher des millions de jeunes sur les réseaux sociaux. Et l'enjeu, c'était de proposer un grand défi d'1 mois pour le climat, de manière plutôt ludique. Et on proposait des actions crescendo. Par exemple, premier jour, je nettoie ma boîte mail, parce qu'Internet, c'est l'équivalent du 6e pays au monde en termes de gaz à effet de serre. Enfin, ça l'était à l'époque, maintenant, ça a empiré. Et ainsi de suite, crescendo. Au milieu du défi, on parle de la nécessité de diminuer sa consommation de viande, jusqu'au grand défi final, qui était de mobiliser pour l'affaire du siècle, ce procès contre l'État pour inaction climatique. Et donc là, on était à 130 influenceurs qui ont proposé de signer la pétition que vous avez peut-être signée et qui a été la plus grande pétition en France à date, avec 2,3 millions de signatures. Donc ça, c'est les débuts d'On est prêt. Effectivement, notre vocation, c'est de proposer régulièrement de la mobilisation citoyenne, massive, événementielle, ou bien beaucoup plus discrète au niveau des territoires. Enfin voilà. Et donc, en parallèle de ça, il y a Imagine 2050. Imagine 2050, qui est une société qui fait de la production vidéo à impact et également de l'accompagnement de leaders culturels. Les leaders culturels, c'est ceux qui ensemencent nos imaginaires via les médias et via l'art. Donc les leaders culturels, ça va être les artistes, les publicitaires, les journalistes, les éditeurs, les producteurs de jeux vidéo, par exemple. Et avec Imagine 2050, là, on fait de la formation de journalistes à l'AFP, aux Parisiens Les Échos, chez TF1. On a accompagné des scénaristes de Plus belle la vie pendant plus d'1 an et demi sur leurs arches narratives. Et donc, Plus belle la vie, ça permet quand même de toucher 3-4 millions de personnes par soir. Enfin, ça permettait, donc c'est pas rien. Et puis des personnes qui sont pas forcément conscients de ces sujets-là. Voilà. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de faire bouger ces lignes de l'imaginaire et de travailler sur le soft power. Et comment j'en suis arrivée là Eh bien, c'est justement par éco-anxiété. Donc, je fais mon coming out. Je suis une grande éco-anxieuse, mais je n'aime pas du tout ce terme. Et c'est en 2006 et 2007 que j'ai vu 2 documentaires coup sur coup. Le premier de Al Gore, Une vérité qui dérange, et le deuxième produit par Leonardo DiCaprio qui s'appelait La 11e heure, sur la mort des océans. Et en fait, c'est vraiment ces 2 documentaires-là qui ont provoqué une prise de conscience chez moi. Donc, premier état d'anxiété très très fort, sans retour en arrière possible. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prêter de plus en plus attention aux nouvelles scientifiques qui tombaient dans les médias. Et j'ai questionné, j'ai réinterrogé en permanence ma juste place. À cette époque-là, je commençais à travailler au Festival de Cannes, dans le milieu du cinéma, chez Canal+, etc. Et je m'interrogeais en permanence sur est-ce que je suis vraiment au bon endroit. Puis au bout d'un moment, j'ai voulu tout plaquer quand Vincent Bolloré a acheté Canal+, voilà. Et puis je me suis dit, j'arrête les médias, j'arrête le cinéma, on n'a plus le temps de faire du cinéma, voilà, je vais me dédier à l'activisme. Et puis là, il y a le patron de Studio Canal à l'époque qui partait lui aussi, et qui m'a proposé de créer un studio européen à impact, donc de faire des films à impact.
Et là, je lui ai dit, bah non, je suis désolée, je t'aurais dit oui il y a 5 ans, mais là, c'est plus possible, je pars faire de l'activisme. Et j'avais cette idée que Internet était un outil super puissant pour faire de l'activisme, parce qu'au contraire du cinéma, c'est super rapide de faire une vidéo sur Internet, ça prend quelques jours. Quand on fait un film de cinéma, ça prend 5 ans. Un film de cinéma, ça prend à peu près 5 millions d'euros en France à faire. Sur Internet, ça peut être gratos. Un film de cinéma, quand ça sort en salle, s'il fait beau ce jour-là, bah voilà, 5 ans à la poubelle et 5 millions d'euros. Tandis qu'avec Internet, si on se plante, c'est pas très grave. Et puis, au pire, sur un malentendu, ça peut toucher des millions de personnes. Voilà. Donc, à cette époque-là, il m'a dit, Magali, intégrons cette brique digitale dans l'activité. Donc, on a tenté l'aventure ensemble, j'ai découvert Hollywood, machin. Donc, ça m'a donné des outils en plus. Et finalement, lui réinterrogeait également quelle était sa juste place. Et en tant qu'énarque, quand Emmanuel Macron a été élu, il a rejoint le gouvernement. Et bref, et c'est à ce moment-là donc j'ai pris mon courage à deux mains et que j'ai lancé On est prêt et Imagine 2050. Mais la source première, c'est quand même la peur. Mais la peur juste et régulée. Voilà. On aimerait que tous les éco-anxieux aient le même parcours que toi. Toi, Julien, je crois aussi que tu as eu un peu ce questionnement à un moment de quelle est ma juste place au milieu de ce brouhaha, de ce vaste monde. Et du coup, tu t'es posé des questions et tu t'es dit, si je me pose des questions, peut-être je ne suis pas le seul. Oui. Comment ça s'est passé ? Oui. Alors c'est comment on commence ? Bonjour, je suis Julien et je suis éco-anxieux. On peut faire un petit sondage dans la salle de qui est éco-anxieux. Voilà. C'est pas grave si vous n'osez pas encore le dire. De toute façon, ça va venir. Vous allez rejoindre le groupe. On va travailler là-dessus tous ensemble. Voilà, éco-anxieux anonyme. Et alors, je vais parler un peu du début et comment je suis jusqu'à. Puis on a essayé d'arriver à ce que je fais aujourd'hui, parce que c'est quand même évidemment lié. Ça n'a pas vraiment commencé par une éco-anxiété. Alors, je refais un petit peu le schéma. J'avais mon ancienne vie, en fait, je travaillais dans une grosse boîte de luxe, dans des grosses boîtes de luxe, et puis dans plusieurs pays, notamment j'étais à Hong Kong de 2010 à 2015. Et le point de départ de tout ça, ça a été que j'avais un travail qui m'amenait à faire beaucoup de travail de prospective. Je travaillais dans le numérique, j'essayais de comprendre comment le monde est en train d'évoluer, comment ces nouvelles technologies, comment Internet, comment les réseaux sociaux, tout ça, sont en train de changer la manière de faire du marketing pour les entreprises et puis les stratégies d'entreprise au sens large. Et donc, je faisais partie de ceux qui avaient un peu de temps pour lever la tête et à qui on demandait de lire des rapports sur du World Economic Forum, le Risk Report, enfin, toutes des choses qui allaient venir et qu'il fallait prendre en compte et de les digérer, de les restituer. Et donc, j'étais déjà à essayer de penser à ce qui allait venir à 10-15 ans. Mais c'était dans cette tendance très positive de l'économie va continuer à croître et puis on va avoir des super technologies et puis il y a la Chine qui s'ouvre. Et enfin, j'étais vraiment dans le cœur du réacteur au moment de la croissance chinoise en Chine. Et à force de faire ça, en fait, je suis tombé ce qu'on appelle la serendipity là, en anglais, par hasard en fait, sur des nouveaux contenus. Et puis j'ai ouvert comme ça, j'ai tiré des fils. Ça a commencé, je me suis fait un documentaire, moi c'était plutôt sur la fin du pétrole. Donc c'était très à la mode à la fin des années 2000, le pic pétrole, etc. Puis après on a balayé ça et puis c'est en train de revenir. On pourra revenir là-dessus. Et puis après j'ai ouvert un peu le sujet du climat, j'ai ouvert d'autres sujets sociétaux, etc. Et pour le coup, je me suis pris vraiment une grosse claque d'anxiété qui n'était pas forcément que écologique, qui était sur cette idée que j'avais l'impression de plus rien comprendre. C'était, comment on dit, une espèce d'épiphanie sur ma propre ignorance et ma propre arrogance. Et c'est des sujets sur lesquels j'ai beaucoup travaillé derrière. Mais en gros, en fait, le monde change et j'y comprends rien, quoi. J'ai repris ça sur le titre de mon podcast après de mon livre. Et ça a créé énormément d'anxiété parce que je dis, mais en fait, je ne comprends pas du tout quelle est ma place, qu'est-ce que je suis en train de faire, à quoi ça sert. J'étais à Hong Kong et je me souviens, je regardais, c'est typiquement le cliché de 40e étage, à regarder la ville d'en bas et voir toutes les petites fourmis qui bougent et qui s'agitent. Et cette espèce de moment en disant, mais en fait, tout le monde s'agite sur son petit truc, chaque individu a son rôle à jouer bien déterminé. Et le matin, il se lève, il va faire sa tambouille et il va au travail, il essaie de trouver sa place. Mais quand on regarde du d'en haut, ça fait une espèce d'ensemble qui est une fourmilière qui fonctionne, qui a plein d'implications. Et puis j'ai commencé comme ça à monter de plus en plus haut et à dire, mais en fait, tout ça, ça se passe au niveau mondial et comment on avance en tant que civilisation. Et à me dire, OK, en fait, j'entends parler de signaux d'alerte liés à l'écologie, liés aux ressources, liés à plein de dérives sociétales. Donc ça me fait dire que le futur qui arrive n'est pas celui que j'avais anticipé. J'ai besoin de prendre du recul.
C'était cette espèce de truc que je suis angoissé de ne pas comprendre et du coup de ne pas comprendre quelle va être ma place là-dedans, quel métier je vais faire dans quelques années, etc. Donc le premier truc, ça a été de démissionner, de tout quitter et de prendre 1 an, en fait. On a fait ça avec la chance de pouvoir faire ça avec mon épouse, pour aller ouvrir plein de sujets, pour commencer ma propre enquête sur le monde, pour essayer de comprendre, ok, il y a des gens qui disent qu'on va manquer de pétrole, il y en a d'autres qui disent que pas du tout, il y en a d'autres qui disent la dette va finir par nous tomber dessus, d'autres pas du tout. Donc, et c'est plein de gens intelligents partout, tout le monde a des points de vue différents, pourquoi? Donc j'ai commencé à m'interroger là-dessus, après je suis revenu en France, et je commençais à avoir des conversations en essayant de contaminer tout le monde, en disant mais vous voyez bien qu'il faut être éco-anxieux, enfin vous voyez bien que c'est en train de... Dans tous les dîners, je commençais à être le relou de service qui disait à essayer de partager mon éco-anxiété sur les idées de collapse, d'effondrement, etc. Et puis évidemment, c'est marrant 2 secondes, mais on se sent assez vite seul. Et j'ai pas lâché l'affaire. Je me suis dit, je veux vraiment trouver un moyen de contaminer tout le monde, mais plus largement. Donc j'ai lancé un podcast en disant, ok, vous voulez pas qu'on en parle, moi je vais aller avoir des conversations que je veux avoir avec des gens intéressants qui ont des points de vue variés sur le monde, sur la géopolitique, sur l'économie, sur la finance, sur le climat, sur notre propre cognition, etc. Et puis, je disais à ma famille, à mes amis, et puis si ça vous intéresse, vous les écoutez, et puis après on en parle. Mais au moins, donc, c'était ma réponse à mon éco-anxiété, ça a été d'aller creuser les sujets pour voir, ok, qu'est-ce qui sous-tend tout ça ? Et puis ça a bien marché, et donc c'est devenu maintenant mon métier. Donc mon métier, effectivement, maintenant, est quelque part de répandre un petit peu cette éco-anxiété au plus de monde possible. Et j'ai des retours très positifs. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, qui me disent merci, depuis je suis éco-anxieux, donc ça a fonctionné, etc. Je me suis... voilà, ma femme m'a quitté, etc. Donc, véridique, j'ai quand même un des meilleurs amis qui lui pétait son couple, en gros. Parce que sa femme est devenue très éco-anxieuse et puis pas lui du tout, donc je lui dis t'aurais dû m'écouter. Et en fait, sauf que j'essaie de pas en rester là, c'est-à-dire que j'essaie de comprendre au-delà de l'éco-anxiété, ma réponse à moi, et on pourra y revenir, c'est d'aller chercher pourquoi en fait le monde est comme ça et pourquoi ça fonctionne, pourquoi ce qui nous arrive en partant du postulat que tout ça est parfaitement logique. Il y a une explication logique au fait qu'on détruit la planète, au fait qu'on continue de le faire et qu'on n'arrive pas à changer ça. Et donc, je continue de creuser en connectant tous les sujets bien au-delà de la problématique écologique. Et moi, c'est un petit peu ma bouée d'essayer de mettre de la clarté en fait, sur quelque chose auquel je ne comprenais rien et d'avancer comme ça et d'essayer de faire avancer les gens en même temps. Je vous rassure, on ne va pas parler que d'éco-anxiété. Et idéalement, vous allez ressortir éco-anxieux, mais aussi optimiste sur ce que vous pouvez faire. Toi, Anthony, c'est ton métier, en fait, de observer, regarder, décrypter, comprendre le monde. Tu t'es beaucoup intéressé à la France rurale, maintenant aussi beaucoup au mouvement et aux revendications écologistes. Comment t'en es venu là et aujourd'hui, comment tu te sens là-dedans ? Mieux que mes camarades, ça va bien. Mais moi, je me sens vachement bien, on en reparlera tout à l'heure. Non, mais en fait, oui, je travaillais à Marianne, en fait, à l'origine. Là, j'y travaille plus, mais je suivais à l'époque, notamment le mouvement des Gilets jaunes, on s'en souvient. Et moi, ce qui m'intéressait, ce qui m'a toujours intéressé, c'est la mobilisation citoyenne. Comme mes camarades, c'est le moment où le citoyen, le peuple, entre guillemets, même si voilà, c'est un mot très, très, très fort et derrière lequel on peut mettre pas mal de choses, mais prend conscience qu'il est capable et se met à le faire, à déployer des énergies et à créer, dessiner un monde à venir. Et donc, quand j'ai suivi le mouvement des Gilets jaunes, je me suis dit, tiens, il y a encore une âme, entre guillemets, qui vit dans ce pays, dans le sens où on voit beaucoup autour de nous, je ne sais pas vous, mais des personnes résignées. Et là, quelles que soient les revendications, quel que soit ce qu'on en pense, il y avait une odeur de lutte, il y avait une odeur de combat. Et à partir de là, alors que je traitais aussi la France périphérique et la ruralité pour Marianne, je me suis rendu compte que ce mouvement des Gilets jaunes, il avait essaimé de différentes petits brins d'herbe, entre guillemets, c'est-à-dire que dans certains villages, alors qu'ils pensaient qu'ils n'étaient pas capables de voir cette mobilisation-là portée par des anonymes, portée par des personnes qui habituellement sont méprisées, ça leur a amené l'idée que si on se réunit, si on réfléchit à notre destin commun,
on peut y arriver. Et ça, j'ai essayé de le dessiner donc dans mon premier livre. Et c'est là où on arrive vers l'écologie. C'est-à-dire qu'au même moment, juste après, juste quelques mois après le mouvement des Gilets jaunes, il y avait les marches pour le climat. C'était en 2018. Moi, comme tout le monde, j'étais dans la rue. Moi aussi, je demandais des réponses. J'attendais qu'on entende les aspirations de la jeunesse et pas seulement. Et finalement, il s'est rien passé. Ensuite, il y a eu tout un ensemble d'échecs et de déceptions. La Convention citoyenne pour le climat, Emmanuel Macron qui parle de vouloir être le leader mondial du monde vert avec Make Our Planet Great Again. Bon, voilà, on sait ce que cette ambition est devenue. Et là, avec Sébastien Lorquin, mon co-auteur, on s'est dit il va falloir suivre la suite de la mobilisation écologiste parce que si on met bout à bout toutes ces déceptions et parfois ces marques de mépris pour le combat écologiste et pour les peurs qui peuvent gagner la population, là, il y a de quoi devenir fou si on met tout bout à bout. Donc forcément, il va falloir suivre une éventuelle montée en tension et peut-être même une mutation du monde militant et écologiste. Et donc on l'a suivi avec Sébastien Lorquin sur le terrain. En fait, on voulait sortir de ce qu'on pouvait entendre dans les médias. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le traitement aujourd'hui médiatique de l'activisme écologiste, il est très binaire. Je schématise, mais c'est soit on est avec, soit on est contre. Et aujourd'hui, et nous, dans notre livre, on a voulu aller sur le terrain, explorer toutes les méthodes, toutes les intentions du monde écologiste, mais aussi celles de l'État en face. C'est-à-dire qu'on le voit aujourd'hui, on est dans une phase de répression, de criminalisation, de disqualification aussi. On se souvient du qualificatif écoterroriste qu'on démonte dans le livre d'ailleurs. Et là, on s'est dit, il y a quelque chose à dessiner. Avec ce livre-là, on va montrer un système démocratique en crise, mais un cœur qui bat encore avec des personnes qui veulent se mobiliser, mais avec certains freins. Merci beaucoup pour ces premiers partages. Ce qu'on retrouve un peu dans tout ce que vous dites, c'est que l'écologie, c'est plus, ça ne l'a jamais été, mais même dans la conscience collective, c'est plus juste un sujet de la nature et de l'environnement, ça devient un vrai sujet sociétal qui en fait est complètement imbriqué avec nos façons de nous organiser en tant que société, nos façons de vivre ensemble, et que ça devient un peu un sujet central sur lequel on peut en faire une opportunité de travailler ensemble et de combat commun, mais ça peut aussi devenir, et c'est peut-être un peu ce que tu dis, un énorme sujet de polarisation et de tension de la société. Alors que on sait très bien que c'est notre capacité à faire ensemble et à se mobiliser ensemble en tant que société et même en tant qu'humanité, c'est de cette capacité-là que va dépendre notre capacité à aller au-delà de la situation qu'on connaît aujourd'hui, à changer nos modes de faire et de produire et à revenir à un état plus clément. Et donc, je trouve ça intéressant de regarder un peu avec différents points de vue aussi quelles sont les tendances du coup sociétales à l'œuvre. Du coup, on va reparler un peu d'éco-anxiété, mais pour bien comprendre de quoi on parle et se dire, est-ce que parce qu'on est éco-anxieux, il faut aller chez le psy et en fait, c'est parce qu'on est un peu malade et qu'en fait, c'est une déprime et puis que ça peut passer, il faut prendre sur toi, vas-y, travaille. Ou est-ce que en fait, c'est pas ça et est-ce que en fait, c'est quelque chose de plus sociétal? Magali, tu as beaucoup travaillé sur le sujet avec ta campagne Tu flippes. Effectivement. Tu peux nous raconter du coup. Ouais. Moi, je vais commencer déjà par dégommer un peu ce terme d'éco-anxiété que j'aime pas du tout. J'aime pas du tout parce que c'est un mot de prime abord un peu barbare qui veut dire en réalité la peur par rapport aux effondrements écologiques à venir. Et d'un point de vue médical, l'anxiété, pour les psychiatres, c'est une peur, une anxiété qui n'a pas de cause réelle. Alors que là, franchement, la menace, elle est on ne peut plus réelle. Donc il y a nécessité profonde à regarder cette menace en face. Donc il y a ce terme d'éco-anxiété qui recouvre, d'après Charline Schmerber qui a fait une étude, en réalité plus de 130 émotions différentes. Donc derrière ce terme d'éco-anxiété qui a été beaucoup utilisé par les journalistes, et c'est pour ça que c'est un petit peu difficile d'en sortir maintenant, il y a plein d'émotions comme la tristesse, la colère, mais aussi la clairvoyance, le courage. Et donc en fait, être éco-anxieux, quelque part, c'est super positif parce que c'est-à-dire que, 1, on comprend la situation, on comprend que c'est bien la merde, et 2, on a le courage de regarder ça en face. Donc ça, c'est quand même très fort.
Donc les éco-anxieux, quelque part, ce sont un peu ces canaris qu'on mettait dans les mines de charbon à l'époque, qui alertaient de la fuite de gaz. C'est-à-dire que quand le canari arrêtait de chanter, vite, il fallait que tout le monde évacue la mine. Aujourd'hui, les éco-anxieux, ce sont les canaris. Et donc, avec le mouvement On est prêt, effectivement, dès le début, en 2018, donc on a touché des millions de jeunes via les réseaux sociaux, via les influenceurs, etc. Et on a des témoignages de jeunes très marquants qui nous ont été remontés, et certains nous parlaient de suicide. On voyait des militants se cramer complètement. Burn-out militant, super classique. Et les émotions, les vrais sujets n'étaient pas abordés. Quand je dis les vrais sujets, en fait, c'est que quand on parle d'écologie, qu'on est en contact avec ces informations toute la journée, que ce soit les militants ou les scientifiques, donc quand on a une conscience super aiguisée sur le sujet, en fait, ce dont on parle toute la journée, c'est de la question de la mort. Et pas seulement de sa propre mort, mais potentiellement de l'extinction de tous les animaux qu'on embarque avec nous, de toutes les espèces, peut-être l'extinction de l'humanité. Donc bon, c'est pas très joyeux, et c'est normal que ça touche à des angoisses très très profondes, c'est complètement normal. Et à l'époque, on a proposé à nos partenaires de faire une étude sur le sujet, quantitative, qualitative, pour mieux comprendre les choses, parce qu'il y a aussi tout ce grand public là qui est en état de sidération complet quand on parle de ces sujets-là, et qui du coup fait l'autruche ou tombe en dépression et ne passe pas à l'action. Or, on a besoin qu'un maximum de personnes passent à l'action. Et donc nos partenaires à l'époque nous ont dit « Oh là là, on préfère pas faire d'études parce qu'on pense que très peu de pourcentage de la population est en réalité éco-anxieuse, donc ça desservirait notre cause ». Donc le Covid est arrivé, donc les sociologues, psychologues avec lesquels on bossait nous ont dit « Bon, c'est vraiment pas le bon moment avec le Covid ». Et puis, heureusement, il y a eu cette étude de The Lancet qui est sortie, que tu mentionnais tout à l'heure, qui a été menée dans 10 pays, sur 10 000 jeunes entre 16 et 25 ans, et dont les résultats sont quand même ultra parlants. C'est-à-dire qu'il y a 39% des jeunes de 16 à 25 ans qui envisagent ne pas avoir d'enfants parce qu'ils ont trop peur. Il y a les 2/3 qui s'estiment trahis et abandonnés par les gouvernements. Ça, c'est quand même très important comme donnée. Et donc, à partir de cette étude-là, on a enfin réussi à financer une étude quantitative, une étude qualitative et une campagne de mobilisation, un programme d'accompagnement. Et donc, on est allé voir les experts sur le sujet, à savoir Pierre-Éric Sutter, qui a monté l'Observatoire des vécus du collapse et la Maison des éco-anxieux, Charline Schmerber, psychothérapeute qui a vachement étudié le sujet, qui a écrit des livres là-dessus, le médecin Alice Desbioles, Laure Noila aussi, journaliste, qui a fait une enquête, Pablo Servigne, qui adore le sujet de la peur, voilà, c'est peur qui libère. Et d'après l'étude quantitative là, qu'on commence à débroussailler, effectivement, on constate qu'il y a 75% des Français qui éprouvent de l'anxiété en lien avec l'environnement, qui disent en éprouver, c'est déclaratif. Après, il y a 20% qui y pensent tout le temps, c'est quand même beaucoup, 20%, et 5 à 10% chez qui ça déborde. Chez qui ça déborde de plein de manières différentes, c'est-à-dire ils n'arrivent plus à dormir, ils n'arrivent plus à penser à autre chose du tout, ils n'arrivent plus à rentrer dans des conversations qui parlent d'autre chose, ils n'arrivent plus à manger, enfin voilà. Et ce qu'on a voulu expliquer en fait sur ce sujet-là de l'éco-anxiété, c'est que en fait alors ça s'adresse principalement aux jeunes, donc si tu flippes, voilà, si tu flippes, c'est complètement normal étant donné la gravité de la situation, étant donné l'inaction des décideurs à la hauteur des enjeux, étant donné aussi la répression de ceux qui agissent. Donc, il faut savoir que tu n'es pas seul à flipper pour ton avenir, on est des millions. Viens, on en parle, on transforme ces émotions en action et ensemble, on devient une force immense. Donc, dans ce qu'on a voulu faire, il y a effectivement la partie recherche, mais il y a surtout la partie action. Et les études sont en train de se poursuivre. Là, on est en plein dans l'étude qualitative pour voir ce qui fait du bien. Et grâce à tous ces experts, on a pu mettre en place un programme d'accompagnement de 14 jours où on propose plusieurs choses pour gérer cette peur-là. Pour la gérer en se disant que quand elle est bien gérée, ça peut être la meilleure des conseillères. C'est elle qui nous a permis de survivre pendant des millénaires. C'est elle qui nous a permis de connecter avec notre instinct de survie. Mais que si cette peur n'est pas gérée, elle peut se transformer en panique et devenir la pire des conseillères, en nous rendant manipulables et sujets aux mouvements conspirationnistes, confusionnistes, etc. Donc en fait, cette peur-là, c'est vraiment un travail d'équilibriste. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut l'écouter, mais sans basculer dans
l'endroit où on va plus être en capacité de réfléchir. Donc c'est vraiment un travail émotionnel super important à faire, et avec ce programme d'accompagnement Petit Instant Promo que vous pouvez retrouver sur onestprêt.com/tuflippes, qui dure 14 jours, 14 mails formidables. Ce qu'on propose, c'est effectivement de conjuguer son écologie personnelle avec son action dans le monde. Voilà, donc de prendre soin de soi pour prendre soin du monde. Merci. Du coup, on se sent, beaucoup de gens se sentent trahis, abandonnés par les gouvernements et ils viennent ne même pas comprendre d'où vient cette peur et à quoi elle est due. Toi, Julien, ta façon de répondre à ça, ça a été de comprendre le monde, les structures. Ça fait un moment que du coup, tu cherches à comprendre et tu parles maintenant d'un énorme jeu dans lequel on est pris et duquel il est difficile de sortir. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ce jeu et les règles actuelles ? Oui, parce que quand on commence à rentrer dans ces sujets-là, il y a plusieurs stratégies. Effectivement, il y a les repousser en disant je veux pas savoir, et il y a toujours plein de gens autour de moi qui disent non, t'as écrit un bouquin, c'est gentil, mais je l'achète, mais je le lirai pas. Et puis parce que justement, c'est vraiment une réaction très classique de dire non, je ne veux pas m'embarrasser, j'ai déjà suffisamment de choses, je veux même pas savoir ce qui se passe. Ça va être et souvent j'ai la question, est-ce que ton bouquin il va me rendre un peu anxieux? Donc souvent je dis non, pas du tout, c'est super bien écrit. Il y a des petits dessins, c'est rigolo, il y a des blagues. Parce que ce qui est vrai, j'ai essayé de mettre des blagues pour essayer d'adoucir un peu tout ça. Mais il y a des gens quand même qui choisissent, ou plutôt c'est une forme de mécanisme, je pense que c'est d'ailleurs relativement inconscient, ou alors est-ce que c'est le moment pour telle ou telle personne de rentrer dans ces sujets-là? Il y a des fois où on ne peut pas, où on a autre chose à faire, donc il n'y a pas du tout de jugement de valeur là-dessus. Moi, ma stratégie, ça a été de dire, bon, je vais plutôt rentrer dans ces sujets-là maintenant plutôt que plus tard, parce que je pars du principe que je fais partie de ces personnes-là, encore une fois, c'est un mécanisme, qui ont besoin de comprendre d'où vient cette peur. Est-ce qu'elle est effectivement justifiée? Ou est-ce que c'est une illusion? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans le zeitgeist de l'époque et qu'en fait, qui nous tombe dessus, mais qui en fait, on a tort d'avoir peur, on exagère, etc. Zeitgeist, air du temps. Air du temps, exactement. Voilà, parce qu'il y a aussi cette tendance, et d'ailleurs, c'est souvent quelque chose qu'on nous oppose en disant, ça va, on a toujours eu peur de la fin du monde, il y a toujours eu des gens qui nous parlent d'effondrement, et puis finalement, ça fait partie de ces dynamiques sombres des pessimistes de l'époque, et c'est la même chose, c'est le même phénomène. Donc, donc je prends ça, j'essaie de comprendre, et voilà. Et tu parlais du jeu, en fait, la manière dont j'ai essayé de vulgariser cette approche donc, que j'ai depuis maintenant 5 ans avec le podcast donc Sismic, mais depuis 8 ans plus largement, puisqu'il y a un moment donné, quand on pose un livre, il faut essayer de le rendre lisible, donc c'était compliqué de remettre tous les morceaux bout à bout, ça a été de parler du jeu. C'était de poser cette question qui est de dire, mais finalement, d'où vient ce mouvement qui crée ce qu'on voit et qui nous rend anxieux, et de poser cette question qui est à quoi on joue. Et à quoi je joue, moi, à l'intérieur de ce grand jeu du monde, de ce grand jeu de la civilisation. On appelle ce jeu civilisation quand on est tous ensemble, ça peut être le jeu de la famille quand on est en famille, et puis sinon, c'est mon petit jeu personnel, dans mon petit monde réel, et je dois composer avec ce que je trouve autour de moi. Et donc, pour essayer de comprendre à quoi on joue, l'approche, c'est déjà de comprendre les règles. Dire quelles sont ces règles du jeu qui font qu'on fait ce qu'on fait. Pourquoi, en fait, collectivement, on est dans cette logique de croissance qu'on voit partout, qui crée plein de choses positives, mais qui nous amène concrètement, quand on regarde ce qui se passe, à dézinguer le terrain de jeu. C'est-à-dire que, voilà. Qu'est-ce qui fait que, malgré les alertes, en fait, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur ce qu'est le réel? Donc, quels sont nos biais cognitifs de notre règle du jeu de perception du monde qui fait ça? Et donc, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire, c'est de voir quelles sont les dynamiques logiques dont certaines viennent de très loin, et quelles sont les structures en fait qui sont là. Parce que j'ai cette phrase moi, d'Edgar Morin qui définit un petit peu, qui peut illustrer mon travail, c'est que le présent n'est perceptible qu'en surface. Donc, il y a quelque chose, c'est un peu le haut d'iceberg qu'on voit. Et il est travaillé en profondeur par des sables souterraines d'invisibles courants qu'on ne voit pas, en fait, qui sont sous un sous-sol apparemment ferme et stable. Et ça m'a vachement aidé avec cette démarche un peu systémique, qui est de dire, OK, il y a les règles du jeu qu'on voit, chacun a sa propre interprétation des choses, et c'est là qu'on voit qu'il y a des confrontations, et je pourrais revenir, entre les différentes explications du réel. Par exemple, quand M. Pouyanné dit à Jean Jouzel, je ne sais pas si vous avez vu cette passe d'armes sur justement la définition du réel,
Quand Jean Jouzel lui dit « mais vous voyez bien que le vivant est en train de mourir, que le climat est en train de se dérégler, etc. » Et Jean Jouzel lui dit « vous êtes bien gentil, mais moi je dois tenir compte du réel. » Et quelque part, et donc ça choque tout le monde, on dit « oui, mais c'est réel aussi ce qui est en train de se passer à côté. » Et sauf qu'en fait, c'est intéressant de voir qu'ils ne parlent pas de la même chose et que les deux sont valides. C'est-à-dire le réel de M. Pouyanné, il existe. C'est le fait qu'il doit gérer une entreprise avec des emplois, avec des actionnaires, avec un impératif de croissance et que lui-même, s'il ne fait pas ce job-là, son réel à lui, c'est qu'il va être viré et qu'il va être remplacé par quelqu'un d'autre qui fait ce truc-là. Et donc, ça a été de comprendre en fait les mécaniques qui nous emportent. Et une des mécaniques, c'est ça, c'est le fait qu'en fait, on n'est pas capable de se mettre d'accord sur ce qui nous arrive. On n'a pas tous la même perception parce qu'on n'a pas tous les mêmes niveaux d'information. Et puis, il y a d'autres... Sous les événements du monde qui nous obsèdent, il y a des tendances qui vont créer ces événements, et sous ces tendances, il y a des structures profondes qui sont en place, qui expliquent l'émergence de ces tendances. Une structure profonde, ça va être par exemple le fonctionnement du jeu de l'économie. Le jeu de l'économie qui a évolué, mais aujourd'hui, c'est un impératif de croissance, ça fonctionne avec de la dette qu'on injecte dans le système. Il y a un score du jeu qui s'appelle le PIB, et puis c'est celui qui a le plus gros score qui gagne, et puis on essaie de faire la course pour avoir ce jeu-là. Il y a le jeu de la finance qui est en parallèle, qui a d'autres règles, et puis il y a le jeu politique qui se joue sur un temps court avec d'autres dynamiques, etc. Bref, je ne vais pas vous refaire tout le topo, mais en fait, c'est intéressant pour moi face à cette... pour reprendre un petit peu une capacité de prise sur le monde et pour s'y retrouver et pour vaincre un petit peu cette anxiété qui apparaît face à quelque chose qui est énorme, c'est déjà de comprendre la logique de ça et de se dire ok, en fait, je vois pourquoi ça arrive, donc j'ai moins peur parce que je suis capable de voir où ça va et c'est pas quelque chose de magique qui nous tombe dessus, il y a une logique et je comprends quelles sont les mécaniques et ça va me permettre à moi-même de réfléchir à mes propres stratégies de jeu en prenant en compte cette réalité, ces contraintes, ces verrous, en prenant en compte le fait que l'autre ne voit pas tout à fait la même chose que moi, etc. Et en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui permet de naviguer différemment dans le monde et de prendre un certain recul sur ce sur quoi j'ai la main, ce sur quoi j'ai pas la main, ce qui me dépasse, et de faire preuve aussi d'un peu plus d'empathie par rapport à ceux qui ne comprennent pas la même chose que moi et qui parfois s'opposent. Parce qu'eux-mêmes ont leur propre compréhension du jeu qui n'est pas la même. Voilà. Je ne sais pas si c'est un peu vague ou clair, mais voilà. Non, c'est très clair, je crois. Et surtout, ça se passe en ce moment sous nos yeux, puisqu'on le voit avec un certain nombre de combats écologiques où on a d'un côté des militants, des associations, des mouvements qui se disent on ne joue plus les bonnes règles du jeu, et en fait qui ont envie du coup d'envoyer valser le tapis et de se dire il faut faire table rase. Et de l'autre côté, une puissance publique ou des entreprises qui disent mais non, mais nous on joue dans les règles, pourquoi est-ce que vous venez de dépasser ces règles? Et donc on voit en fait qu'on n'arrive plus à se mettre d'accord entre ce qui est notamment légal et ce qui est légitime. Quelle est la bonne règle? C'est ce que toi, tu es allé observer avec Silut, si je me rappelle bien, sur le terrain. Qu'est-ce que tu sens chez les gens et qu'est-ce qui est en train de se passer? Et sans avoir une boule de cristal, mais ça nous amène où tout ça? On parlait tout à l'heure d'anxiété. Là, je sens surtout, on l'a senti sur le terrain, de la colère et de l'incompréhension. C'est-à-dire que c'est vraiment... c'est comme s'il y avait deux mondes, en fait, et on n'arrive pas à réaliser, mais pourquoi ce qu'on vit, pourquoi nos aspirations sont si différentes de ceux qui ont le pouvoir. Alors nous, quand on a fait ces 6 reportages dans ces 6 lieux de lutte-là, ce qu'on a vu surtout, c'est que sur un certain nombre de grands projets, la démocratie, la voix du peuple était totalement bafouée. Par exemple, on peut citer le grand contournement autoroutier à Strasbourg, 10 avis négatifs, notamment de la justice, mais voilà, documentés à partir des risques environnementaux. Et malgré tous ces avertissements, malgré ces avis négatifs, l'État est passé en force. Le chantier a été fait. L'autoroute a dû ouvrir parce qu'elle était réalisée. Et pourtant, elle était jugée illégale. Donc forcément, ça amène une colère, ça amène une envie de se mobiliser et même de défier un système qui nous méprise. Parce que ça, c'est des exemples très locaux, mais on pourrait le relier à un certain nombre de provocations et de déclarations politiques, notamment de la majorité. On se souvient d'Emmanuel Macron qui ironise sur les Amish qui veulent revenir à la lampe à huile pour parler de ceux qui s'interrogent sur l'impact environnemental du déploiement de la 5G, par exemple. On a parlé tout à l'heure de l'écoterrorisme, mais voilà, c'est un certain nombre de provocations qui font dire aux militants
on était anxieux, mais on sait pourquoi. En fait, on sait pourquoi parce qu'en fait, on est dirigé par des personnes qui ne nous comprennent pas et qui en plus nous méprisent absolument. Et donc, vers quoi on va? C'est la question qu'on pose dans le livre. Est-ce qu'on va aller vers plus de radicalité? Alors, radicalité, ça veut tout et rien dire, mais en tout cas, est-ce que les militants écologistes vont aller vers, vont muscler leur jeu, vont davantage jouer le jeu du bras de fer? Et en fait, tout l'indique. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'État invite ces militants écologistes à sortir de ce calme-là qu'on leur demande. Parce que même quand ils jouent le jeu démocratique, par exemple, sur l'autoroute Toulouse-Castres, la 69, il y a eu une enquête publique, la population s'est exprimée majoritairement contre, les mouvements écologistes, les différents collectifs ont joué le jeu, c'est-à-dire qu'ils ont joué le jeu démocratique, ils ont essayé de convaincre les citoyens un à un, et malgré ça, le chantier va se faire aussi. Donc en fait, même quand les écologistes jouent le jeu, leur combat, leur lutte est bafouée, ignorée. Et donc en fait, pourquoi refuser les sirènes de la radicalité? Alors après, la radicalité, on peut mettre différents mots dessus. Est-ce que c'est davantage de sabotage? Est-ce que c'est, ou alors ça peut être aussi dans les propositions. Est-ce qu'on va aller vers des propositions beaucoup plus fortes pour renverser le système qu'on dénonce? Ça peut prendre toutes ces formes-là. Mais à qui la faute? Principalement, malheureusement, à l'État et à ceux qui nous gouvernent. Et du coup, je vais rebondir avec toi sur... donc aujourd'hui, il y a un jeu national, international, où en fait, plus grand monde ne suit ce jeu-là. Tu me parlais de revenir aussi à des échelles de décision plus locales, plus territoriales. Est-ce que tu vois poindre des choses, des mécanismes où on se dit, en fait, on peut réinventer aussi à l'échelle locale la façon dont on prend nos décisions sur les terres qui nous appartiennent? Et est-ce que tu vois poindre ça? Est-ce que c'est une piste intéressante à suivre? De ce point de vue-là, ce qui est intéressant, moi, ça me fait penser tout de suite à l'émergence des soulèvements de la Terre, par exemple. Parce que les soulèvements de la Terre, ils partent d'un constat, c'est que agir au niveau national, ça peut apporter des victoires, mais quelque part, on n'a plus le temps, donc on va décentraliser la lutte et on va s'attaquer directement à ces projets. Et les soulèvements de la Terre, ils ont mené une sorte de bataille culturelle à l'échelle locale, enfin, sur différents points, notamment avec Terre de lutte qui a répertorié les différents lieux sur lesquels on peut agir contre des projets jugés écocidaires. Et ils ont réussi à créer une sorte d'élan local, c'est-à-dire que peu à peu, la population, que certains disaient dans certains territoires pas vraiment séduite par les sirènes de l'écologie, au contraire, les soulèvements de la Terre ont réussi à créer une espèce de constellation assez large, avec une complémentarité en plus entre les différents collectifs, les différents groupes, et c'est quelque chose qu'on voit émerger, qu'on voit émerger sur le terrain. Donc il se passe des choses, il y a un mouvement, et oui, je pense que ça va être au niveau local. Mais alors là, on parle des luttes, on parle des combats, mais ça peut aussi être réinventé, comment dire, sa société en fonction de ses utopies. Nous, par exemple, pour le livre, on a rencontré Jonathan Attias, qui lui a lancé le mouvement Désobéissance fertile, qui milite pour l'habitat léger et qui essaie de convaincre autour de lui, dans le village dans lequel ils sont implantés, pourquoi il faut aller vers de l'habitat léger, sortir du bétonnage absolu, etc. Enfin bref, il y a des choses qui se font, et effectivement, on va aller vers davantage d'actions locales parce que là, c'est concret et surtout, on a des résultats tout de suite, alors qu'on n'a plus vraiment le temps. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont engagés dans des combats ou des actions au niveau local, ici en Savoie, en Isère, en Haute-Savoie? Il n'y a pas de problème ici. Par là, un peu. Merci. Dans la guerre, pendant la guerre et juste après la guerre, donc on a connu une période très sobre et très nature. Pas de voiture, pas de télé, pas de rien. Pas l'eau chaude, ni l'eau chauffage, ni rien. Et nous, on allait partir en vacances en vélo, ce qu'on fait maintenant encore, à 80 ans. Et voilà, c'est ce que je peux dire. Alors, je trouve que vous êtes bien, vous êtes courageux, mais je crois que... Pardon, parce que j'ai une peine. Je crois que chaque génération a ses problèmes. Nos parents, ils ont eu la guerre. Ils étaient résistants pendant la guerre. Nous, on a aussi manifesté contre une société qu'on ne voulait pas. On est des hippies. Voilà. Alors, effectivement, vous êtes très gâtés parce que vous êtes l'âge de nos enfants. Vous avez pu faire des études.
Vous avez Internet, vous pouvez faire tout ce que voyager. Donc effectivement, ça tombe un peu. Dommage. Alors, je suis bien, je suis d'accord avec vous, hein, mais cette anxiété, je crois que c'est très mauvais, parce que je crois que nos parents étaient très anxieux pendant la guerre, et ils ont été courageux, autant mon père que le père de mon mari. Et donc, voilà, c'est ça que je voulais seulement ajouter. Mais je pense qu'il faut chercher des solutions et pas être anxieux. Je crois qu'il y a des solutions. Moi, on revient de Pays-Bas, là, il y a 3 semaines, on est aux Pays-Bas en vélo. Et là, bon, ils vivent à 11 mètres sous le niveau de la mer. Et ils sont en train d'élargir les rivières, ils sont en train de remonter toutes les digues. Ils sont 5000 kilomètres de digues et ils font 1 kilomètre par semaine. Et ils travaillent. Ils travaillent. Donc c'est peut-être... et en plus, ils sont très contents de leur climat. Et ça me permet. Ça, je voulais dire, parce qu'eux, ils sont les climats maintenant de la France. Ils sont très contents. Très bien. ça me permet de rebondir. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et ça me permet de rebondir aussi sur ce que tu dis sur c'est bien de lutter contre, mais il faut aussi avoir cette capacité à se projeter dans qu'est-ce qu'on veut pour nos territoires. J'ai échangé récemment avec une personne qui lutte contre des mines en Colombie. Et en fait, sa lutte, elle a réussi à stopper la mine. Pas tant parce qu'elle a dit on est contre cette mine, mais parce qu'elle a réussi à embarquer toute la population sur mais à la place, qu'est-ce qu'on veut? Et en fait, comment on redonne de l'espoir à la jeunesse de ce territoire et on développe un territoire avec une agriculture vivrière, de l'écotourisme, etc., etc. Et donc, cette capacité aussi à se projeter dans le pour à la place de uniquement le contre, elle est importante. C'est beaucoup sur ça et sur cette notion d'imagination, d'imaginaire que tu travailles, Magali. Comment est-ce qu'on peut développer ça? Est-ce que ça peut donner de la force à tout le monde? Alors, vaste question. Mais effectivement, dans nos règles d'or, on est prêt. Il y a effectivement ça, qu'on est dans l'action pour et non pas dans la lutte contre, qu'on essaye vraiment d'être dans la solution. Ce qui n'empêche pas d'être dans le diagnostic au départ. Et le diagnostic scientifique, il est de facto flippant. Donc, voilà, une fois qu'il est posé, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Ce qu'on va essayer de proposer en fait, dans nos actions, c'est vraiment de reconnecter avec cet éros, en fait, cet élan de vie qu'on retrouve beaucoup dans l'action collective. Et puis dans cette forme de dignité du présent que cite Corinne Morel-Darleux. Et ce qu'on va essayer de faire avec le mouvement On est prêt, c'est vraiment de reconnecter chacun à sa puissance, justement de se questionner sur ce qui est juste pour lui comme action. Quelle action va m'apporter de la joie? Vraiment, c'est le baromètre numéro 1. Dans quelle action je vais me sentir utile? Et en fait, la réponse, elle va différer pour chaque personne. On a lancé il y a quelques mois un Discord, donc une plateforme où les gens peuvent échanger en direct. Et sur ce Discord, en fait, on veut proposer 3 axes d'action. Déjà, quand les gens se connectent tout de suite, on va proposer plusieurs thématiques. Et en fonction des thématiques qui sont cochées, eh bien, une action à faire immédiatement. Donc, quelque part, l'immédiat, petit pas, qui va me préparer à des actions plus grandes, c'est-à-dire commencer à monter sur l'escalier de l'engagement comme ça. Et donc, en fonction des affinités de chacun, si c'est le jardinage, ça va être de s'inscrire au MOOC sur la permaculture des colibris. Si je suis salarié d'une grande entreprise, ça va être de rejoindre les collectifs de salariés qui essayent de faire switcher leur boîte. Si j'ai envie de faire travailler mon argent intelligemment, ça va être de changer de banque. Si j'ai envie d'agir sur le terrain, ça va être de me renseigner auprès d'associations qui font de la résistance civile, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on propose pour commencer à expérimenter en fait, l'action. Et au-delà de ce premier axe-là, on va proposer des grandes campagnes collectives, donc des grandes campagnes collectives qui peuvent être digitales ou sur le terrain. Comme on a fait à l'époque avec la mobilisation autour de la pétition de l'affaire du siècle, ça a permis de créer un vrai rapport de force avec l'État, les 2,3 millions de signatures. Ce rapport de force avec l'État, il nous a permis derrière, avec Cyril Dion, Mathilde Dimer, Priscilla Ludowski, de négocier la Convention citoyenne pour le climat. Derrière, l'État a été condamné 2 fois pour inaction climatique. Là, le procès continue. On voit que l'outil juridique, il est super puissant. Il commence à être utilisé à plusieurs endroits. On rentre dans cette époque des grands procès de La Belle Verte, film que j'aime beaucoup.
Enfin voilà, la Convention citoyenne pour le climat, elle a permis d'expérimenter en fait d'autres formes de démocratie délibérative, participative. Donc même si, in fine, cet éléphant a accouché d'une souris en termes de projet de loi, eh bien, la vraie victoire pour moi, elle est vraiment dans l'expérimentation de ce processus démocratique qui est en train d'être expérimenté sur des territoires en France, dans d'autres pays, etc. Et ça apporte aussi beaucoup de joie, en fait, de faire ensemble, et c'est ce que les citoyens de la Convention citoyenne ont expérimenté. Il y en a qui étaient climato-sceptiques au début, qui ont complètement switché et qui ont transformé leur vie, qui ont changé de métier, etc. Voilà, donc les campagnes collectives, c'est vraiment super important pour nous d'en proposer. Donc là, fin d'année, ça va être sur le sujet du plastique. Je passe les détails, mais voilà, donc à partir du mois de novembre, ça va être ça, parce que ça, c'est quand même un autre sujet assez vertigineux. Je ferme la parenthèse. Et troisième modalité d'action, c'est justement que les personnes se regroupent sur les territoires, c'est-à-dire qu'elles proposent des actions qui se font déjà sur le territoire ou bien des envies d'action et qu'elles se rencontrent dans la vraie vie pour œuvrer ensemble. Voilà. Donc j'ai été un peu longue. Mais juste pour conclure, encore une fois, j'aime pas ce terme d'anxiété et je suis pour cette biodiversité, pour la reconnaissance à la fois de cette biodiversité d'émotions qu'on a à l'intérieur de soi. Moi, depuis que je suis dans l'activisme, en fait, je me sens beaucoup plus heureuse et à ma place que quand je travaillais chez Canal+. Donc je suis beaucoup plus dans cette joie, voilà, cette joie d'agir avec d'autres. Et toujours sur ce sujet de la biodiversité, je pense que c'est aussi important d'accepter tout ce qui se passe à l'intérieur de soi que d'expérimenter plein de modalités d'action, parce qu'il n'y a pas une action magique, et c'est vraiment le cumul et la complémentarité de tout ça qui permet en fait jour après jour de faire bouger les lignes. Voilà. Merci beaucoup. Et, donc, du coup, on parle de territoire, on parle d'action, on parle d'imagination. Il faut aussi se dire que la notion de renoncement va être centrale dans les prochaines années. On doit apprendre à se projeter dans un monde qui est plus positif, mais on va devoir renoncer à un certain nombre de choses qu'on a pour se tourner vers d'autres choses encore plus intéressantes, très certainement. Je crois que tu as exploré un peu ce thème dans un de tes derniers podcasts. Comment est-ce qu'on apprend individuellement, collectivement, à renoncer dans la joie ? Le renoncement, en fait, c'est un thème hyper compliqué qui, déjà parce qu'il est souvent incompris, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de perçu comme positif, alors que dans beaucoup de sagesse en fait dont on a hérité, c'est quelque chose qui correspond à une certaine maturité, à une certaine sagesse, et arriver à être frugal, à renoncer à une quête de pouvoir, à renoncer à une quête de puissance, etc. Mais dans notre culture aujourd'hui, c'est à l'opposé de nos valeurs, entre guillemets, c'est il faut aller toujours plus vite, plus haut, plus fort. C'est nothing is impossible, rien n'est impossible. Ciel, sky is the limit en anglais. Je parle en anglais parce que c'est aussi beaucoup hérité de valeurs américaines avec cette idée de frontières, du dépassement justement. Il faut toujours dépasser un problème n'existe pas. Il faut venir avec des solutions. Il faut parler de solutions. On retrouve ça dans le monde de l'entreprise, de solutionnisme. On retrouve ça dans le monde politique. C'est quelque part en fait. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Ça n'existe pas, en fait. C'est qu'on a mal posé les termes du problème. Et je pense que c'est une des grandes difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a toujours énormément de mal à comprendre quel est le sujet. De quoi on parle, en fait? Quel est le problème? On se bat contre quoi? Contre qui? Quelle est la raison, etc. Et moi, j'ai cette citation d'Einstein, j'aime beaucoup les citations, j'en ai mis plein dans le bouquin, qui dit « Si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à travailler sur le problème, à comprendre le problème, et 5 minutes à essayer de réfléchir à une solution. » Et en fait, moi, c'est quelque chose qui me frappe tout le temps, c'est qu'on n'arrive pas aujourd'hui à se mettre d'accord vraiment sur le diagnostic, on est confronté à quoi? D'où ça vient? Contre quoi on se bat, puisqu'il y a une rhétorique guerrière, justement, une rhétorique de lutte. Contre qui? Quelles sont les stratégies donc à adopter? Où est-ce que ça se passe? À quel niveau ça passe? Où sont les verrous, etc. Et c'est un exemple intéressant. Là, vous parlez il y a souvent des références qui sont faites à la Seconde Guerre mondiale, à la résistance, etc. Mais pour moi, en fait, ça ne fonctionne pas parce que c'est une époque où finalement il y avait quelque chose qui était parfaitement clair. C'est-à-dire, il y a un ennemi qui est là, qu'on désigne comme quelque chose contre qui on doit se battre, et puis il y a une situation qui est à peu près claire, et puis
voilà, on peut, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de courage à avoir, on peut sacrifier sa vie pour aller se battre pour ce combat, mais le combat est quelque chose défini, il y a deux parties. Là, on est face à quelque chose qui est extrêmement flou, en fait, qui est fait qui vient, en fait, qui est une conséquence directe de notre manière de jouer à tous, dans laquelle on est tous pris. Quand on parle avec des entreprises, ou qu'on leur dit, oui, il va falloir commencer à renoncer à des choses, peut-être à décroître, à faire différemment, on nous répond, oui, mais vous êtes bien gentil, mais en fait, moi, je suis pris, je dois composer avec les règles du jeu d'entreprise que je n'ai pas établies, et puis si je ne crois pas dans ce système-là, je vais devoir licencier ou on va me racheter, etc. C'est pareil au niveau d'une nation. C'est-à-dire, quel que soit l'homme politique en place ou la femme politique en place, elle va devoir composer avec tout un tas de choses qui se jouent au niveau de l'Europe, avec le jeu économique mondial, avec le fait que le pays s'est endetté depuis 50 ans et que donc, si on n'est pas capable de promettre de la croissance, on ne pourra pas rembourser la dette et on va avoir un taux de la dette qui est bien plus élevé. Et donc, en fait, on ne décide pas, on est pris dans tout un tas de choses. Et donc, c'est extrêmement dur de savoir, en fait, OK, contre qui est-ce qu'il faut lutter? Est-ce que c'est contre des imaginaires, justement, qu'il faut aller dézinguer pour justement changer les possibles, ouvrir les possibles, ouvrir quelque chose demain. Mais dans ce cas, quel est l'adversaire? Est-ce que c'est celui ou celle qui détient les médias? Est-ce que c'est les algorithmes de Facebook? Et par quoi ça passe? Et quel est le rapport de force? Et en fait, si on n'a pas une connaissance fine de ces sujets-là, on peut se battre contre des moulins. En fait, on se bat contre les mauvais adversaires ou avec les mauvais moyens, les mauvaises stratégies. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a une énorme difficulté à faire bouger les lignes, c'est qu'on est face au système dans son ensemble et qu'on est obligé de jouer à un jeu dont les règles sont le problème inhérent. C'est-à-dire qu'il faudrait ouvrir une table de jeu à côté et dire non, on va faire complètement différemment, mais sauf qu'en fait on ne peut pas parce qu'on est pris là-dedans. Donc ça ouvre plein de questions, c'est-à-dire est-ce que finalement le jeu global, on doit le jouer? Est-ce que le combat global, par exemple, pour le climat, il n'est pas beaucoup trop gros? Parce que finalement, même si les écolos prennent le pouvoir en France, il y a plein de choses qui se passent à côté qui font que c'est peanut, etc., etc. Est-ce que le combat politique, justement, est-ce qu'il s'agit de prendre le pouvoir ou alors de fondamentalement construire quelque chose d'à côté et de faire contre le pouvoir en mode pirate? C'est une autre stratégie de jeu qui peut fonctionner. Est-ce qu'il s'agit de le faire à côté du système pour créer autre chose? Alors, je n'ai pas de réponse, attendez pas à ce que je vous propose quelque chose comme ça. Mais ce que je trouve intéressant, c'est quand même à chaque fois de passer plus de temps à définir les rapports de force, à définir quelles sont les contraintes de qui on va définir comme étant l'adversaire, savoir lui aussi ce qu'il emporte, pour essayer de savoir si on se concentre sur le local, parce qu'en fait c'est le bon échelon, peut-être que c'est que là que ça se passe, de savoir aussi comment moi, en tant qu'individu, je peux ne pas porter le poids du monde pour me dire finalement, ok, c'est pas moi qui vais régler le problème climatique, donc j'arrête de m'angoisser pour ça, mais par contre, ça se joue au niveau de mon éthique personnelle, qui j'ai envie d'être, quelles sont les valeurs que j'ai envie de définir, et j'y vais quand même si je ne sais pas vraiment contre quoi je me bats, et même peut-être que le combat est perdu, mais c'est ce que j'ai envie de vivre. Enfin, ça ouvre plein de questions qui reviennent à des questions finalement presque très individuelles aussi, sur les liens qu'on a envie de créer, où on a envie d'habiter, de quoi on a envie de prendre soin, à quoi on a envie de renoncer aussi, qui est une question, même individuellement, extrêmement dure. On peut peut-être plutôt parler de se libérer. De quoi on a envie de se libérer? Du coup, ça fait une très bonne transition sur vos questions. Il nous reste un petit quart d'heure pour explorer les questions que vous pouvez avoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec un micro qui passe dans la salle? Hop. Il y a 4 questions là-bas. On peut peut-être les prendre 2 par 2 comme ça. Donc peut-être les 2 personnes qui sont ici. Ouais, allez-y. Il faut les faire 2 par 2. Je vais donner le micro après. D'accord. À la personne juste derrière vous. Et puis après, j'ai vu vos questions là-bas. Et du coup, moi, c'est un peu en transition avec ce que vient de dire Julien. J'ai écrit ma question parce que je ne voulais pas mélanger les pinceaux. Vous, individuellement, éco-anxieux, éco-anxieuse, dans l'état actuel du monde, vu l'urgence que les scientifiques décrivent à prendre ce tournant écologique et vu l'inertie à laquelle on se confronte à une échelle locale, nationale, mondiale, est-ce que vous parvenez à conserver un certain optimisme, un certain espoir pour le futur? Et si oui, en vous raccrochant à quelles idées, à quels grands principes? Merci. On va prendre la question juste derrière de madame. C'est pas loin de ce que vient de poser comme question, mais c'est pas aussi clair pour moi.
En tout cas, je me dis, là, je suis tellement bien avec vous parce que j'entends ce que j'aime entendre, que parfois je me bats avec ce que je pense parce que je me dis, on est privilégié d'avoir à renoncer. Enfin, c'est chouette d'avoir à renoncer, c'est qu'on a. Et qu'on est là dans un entre-soi, dans des sociétés qui sont les nôtres, qui sont privilégiées. Mais à l'échelle du monde, je tombe vite dans l'éco-fatalité, en fait. Donc là, je suis bien, je vais sortir, je fais ouais, mais qu'est-ce qu'on fait là? C'est chouette, c'est super, on est dans un entre-soi magnifique, avec des gens brillants qui disent des choses que j'aime entendre. Mais à l'échelle du monde, éco-fatalité. Moi, j'aimerais bien que vous me rassuriez sur ce point de vue-là qui est tout le temps en boucle dans ma tête. Ouais. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour vos questions. Est-ce que vous voulez... Ouais. Je vais enchaîner. Alors, effectivement, c'est très difficile, une fois qu'on comprend l'ampleur du sujet, de savoir quoi faire de tout ça. On est face au système, en fait. Donc, on en dépend, et on voit des verrous partout. Un des verrous, vous dites, c'est que, oui, vous êtes bien gentil de parler de décroissance, de renoncement, mais il y a des choses, il y a des gens qui ne doivent pas renoncer à certaines choses. Il y a tout un tas de gens qui sont complètement dans la misère, qui n'ont rien, qui ne peuvent renoncer à rien. Donc il y a aussi toute cette problématique, et c'est une rhétorique d'ailleurs qu'on entend aussi qui est souvent opposée à certains discours écologiques qui va prôner la sobriété en disant oui, on a besoin aussi de continuer à croître. Et ça amène d'ailleurs à des discussions beaucoup plus complexes sur la répartition de richesses, puisque aussi c'est lié à comment finalement on a assez, on pourrait créer beaucoup moins de choses, beaucoup mieux la répartir et donc limiter l'impact global, mais il se trouve que ça reste un gros si on arrive à vaincre les inégalités, c'est pareil, par quoi ça passe, c'est compliqué, il y a tout un tas de choses qui sont en place. Moi, ma réponse très personnelle par rapport à cette idée qu'on est face à quelque chose qui nous dépasse complètement, elle est finalement assez philosophique. Déjà, j'ai remarqué qu'en fait, elle allait être forcément personnelle. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont avoir besoin, face à ça, de se battre, de choisir une cause, de simplifier, de se dire, OK, le réel est complexe, mais je vais le simplifier, je vais quand même me choisir un adversaire, je vais quand même me choisir une cause, je vais prendre ce sujet-là, et si je ne vais pas dans l'action, si je ne vais pas dans la rue, si je ne vais pas là-dedans, mon intégrité psychologique en fait va se défaire, donc j'ai besoin de ça. Et ça finalement c'est très individuel parce que ça dépend de comment on est fait. Il y a des gens qui sont plus dans la réflexion, d'autres qui ont besoin d'être dans le faire, dans l'action, et voilà, on est fait comme ça. Donc moi ma réponse très personnelle c'est plutôt une réponse philosophique qui est proche du stoïcisme en fait. C'est-à-dire d'avoir une certaine prise de recul en disant finalement je n'ai jamais eu prise sur le monde, donc je ne vais pas porter le poids du monde sur mes épaules. On est pris, c'est presque une vision très hegelienne de l'histoire, on est pris dans un mouvement qui nous emporte, et finalement l'histoire se joue des hommes, et c'est une illusion de croire qu'à un moment donné, on a eu la main en tant qu'individu. Et donc je vais me rassurer en me disant, bon voilà, le monde suit son cours, il y a des choses qui nous dépassent totalement. Je vais faire la distinction entre ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi, et essayer d'avoir la sagesse de faire la différence entre les deux. C'est du Marc Aurèle, c'est le stoïcien qui fait vraiment la philosophie stoïcienne là-dedans. Et ça ne va pas m'empêcher, moi-même, de me mettre en action à mon petit niveau sur certaines choses pour essayer de faire bouger mon coin de réel. Et ça peut être de n'importe quelle manière. Ça peut être juste de mieux traiter les gens qui sont autour de nous, d'élever des enfants d'une certaine manière, ou de s'engager, si on a plus de pouvoir, de s'engager en politique, si on a plus de moyens financiers, d'investir sur des choses. Mais évidemment, ce n'est pas satisfaisant par rapport. C'est-à-dire que ce n'est pas une solution de changement de paradigme et de changement de monde. Mais en fait, à partir du moment où on ne la voit pas, et peut-être même qu'elle n'existe pas, à grande échelle, en tout cas, je me contente de me dire, je vais m'occuper de pousser mon petit bout. En l'occurrence, pour moi, c'est partager des idées et de les diffuser. Et de croire, l'espoir pour moi, il est dans quelque chose qui est de l'ordre de, je continue de me forcer à croire aux émergences. C'est-à-dire qu'on est dans un système complexe, qui bouge extrêmement vite, qu'on est en train de totalement déstabiliser au niveau mondial. Donc il y a des émergences qui sont totalement flippantes, des espèces de vagues scélérates qui sortent de nulle part, des accélérations du dérèglement climatique ou des océans, etc. Mais au niveau d'une société, c'est aussi un système complexe. Et donc, on n'est pas à l'abri de provoquer des mouvements, c'est-à-dire en poussant dans son coin, de créer un espèce d'effet de domino qu'on ne maîtrise pas,
qui est de l'ordre de l'émergence et qui peut tout d'un coup faire basculer des choses. Et là, il y a plein d'exemples dans l'histoire. Donc on cite souvent Margaret Mead, ne croyez pas qu'un petit groupe de gens motivés peut changer le monde, c'est toujours ce qui s'est passé. Mais pour moi, ce n'est pas forcément un projet de transformation, c'est-à-dire comme je ne vois pas par où ça passe, ce n'est pas de dire il faut absolument que je pousse dans ce sens-là et ça va créer ça et donc on va changer le monde de telle manière, parce que je vois que c'est beaucoup trop complexe. C'est je pousse par rapport à ce que j'ai envie de vivre, par rapport à ce qui m'apporte de la joie, par rapport à l'éthique que je veux avoir. Et quelque part, c'est exister sans l'angoisse de devenir ou ne pas se soucier, finalement, agir sans se soucier du résultat. Là, on arrive sur des sagesses un peu orientales, du Tao, etc., mais qui, je trouve, sont très utiles en fait, pour aborder ces sujets-là d'un gros machin qui nous dépasse, quoi. Ouais. Moi, il y a beaucoup de choses comme toi, il y a des choses qui ne sont pas pareilles. Pour commencer, il y a quand même une phase qui est vraiment pas agréable, qui est la phase de deuil, quoi. Qui est la phase de deuil de cette époque, quelque part, est révolue et il faut en changer. Et ça, ça peut être vertigineux. Et c'est comme les étapes du deuil que décrit Elisabeth Moss, quoi. Au départ, on est dans le déni, on est en colère, on est triste, puis finalement, il y a l'acceptation, et puis finalement, il y a la création de quelque chose d'autre qui peut même être plus beau comme situation. Et moi, ça a été douloureux toute cette période de deuil, de peur, de colère, etc. Et puis, en fait, je pense que c'est vraiment un travail très libérateur, comme je le disais tout à l'heure. Et récemment, j'ai appris que le mot adulte, ça vient de ad ultima, c'est-à-dire celui qui a travaillé sur la finitude, sa propre mort. Et je trouve vraiment que ce qui nous envoie dans le mur aujourd'hui, en fait, c'est que la plupart des gens n'ont pas travaillé sur la finitude et qu'on est dans un monde où l'hubris, l'orgueil nous envoie dans le mur en se disant qu'on peut tout contrôler, même la mort. C'est le sujet numéro 1 dans la Silicon Valley. Le sujet numéro 1 dans les dîners, c'est « Ah, j'ai peut-être une solution au problème. » De quel problème tu parles ? Vaincre la mort. Voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont dans ces fantasmes de transhumanisme et pour qui ça devient une réalité avec l'intelligence artificielle, etc. Et en fait, à partir du moment où moi, j'ai fait ce travail de deuil pour moi, j'ai reconnecté avec cette joie d'être en vie, en fait. Et je pense que c'est vraiment super important et que la clé, elle réside là aussi, c'est-à-dire renoncer à quoi, mais en fait se reconnecter à quoi, se reconnecter à ce qui rend véritablement heureux. Est-ce que sur son lit de mort, on se dira j'ai vraiment réussi ma vie, j'ai été vraiment heureux, qu'est-ce que j'ai contribué au PIB ? Ou alors est-ce qu'on se dira j'ai été super heureux parce que j'ai partagé du temps avec les gens que j'aimais, j'ai passé du temps dans la nature, j'ai créé de l'art, et tout ça, ça n'a rien à voir avec la consommation. Et moi, c'est ce que j'essaye de mettre en place dans ma vie, c'est-à-dire, l'activisme prend beaucoup, mais ces plaisirs-là, il n'y a pas de plaisir plus pur. Et ce qui peut me donner de l'espoir, c'est d'agir aux côtés de toutes ces personnes qui m'inspirent énormément, avec qui il y a de la joie, ou parfois ça peut être très dur, mais c'est dur ensemble. Et c'est Jean-Pierre Gou, que j'adore, qui a écrit des romans qui s'appellent Siècle bleu. Alors, quand je déprime, je vais voir Jean-Pierre Gou. Je vous conseille Siècle bleu, c'est brillant comme roman. Et Jean-Pierre, il me disait récemment qu'en fait, l'humain est la seule espèce à avoir cette capacité à régénérer les écosystèmes. Et en fait, la capacité de destruction qu'on a, voilà, on entre dans cette période d'anthropocène, certains parlent de plasticocène aussi, et cette capacité de destruction qu'on a, on a la même en termes de capacité à régénérer et à prendre soin. Et moi, c'est vraiment ce que j'aimerais réussir à faire opérer comme shift, c'est d'instaurer, en fait, de réinstaurer cette valeur qui est devenue has-been dans le capitalisme, etc., de réinstaurer ça, de remettre ça au centre. Et la source du soin, la plus belle source du soin, c'est l'amour. Donc en fait, de reconnecter à ça, ça peut sembler très bisounours, mais je crois vraiment que c'est ce qui nous permettra d'être plus heureux. Voilà.
Et pour répondre aussi rapidement, l'amour, je te rejoins évidemment, et je dirais, et de la politique en fait, parce que... Merci. C'est une drôle de... Remettre de l'amour dans la politique, peut-être. Voilà. Non, je vais essayer de répondre à la question en parlant du mouvement écologiste. J'ai l'impression on a passé plusieurs phases. Il y a eu la phase de la désespérance, qui est évidemment encore là. Il y a eu ensuite la phase de l'identification du mal. Je crois qu'on y est passé par cette question-là, et je pense qu'elle est réglée, et je pense qu'on peut l'illustrer par exemple avec la théorie du capitalocène de Malm. Voilà, le coupable, c'est donc le capitalisme thermo-industriel, et donc un certain nombre de valeurs. Donc on sait le monde qu'on veut pas. Là, on est dans l'ère des solutions, et c'est vrai que par exemple avec ton travail, tu l'illustres parfaitement, et je crois que voilà, c'est ce champ-là qu'il faut prendre. Mais alors, à partir du moment où on veut créer des solutions et où on en a, comment on fait pour les appliquer? Et donc là, c'est la politique qui entre en jeu. Et donc, le fait de conquérir à nouveau le champ démocratique. Il y a quelque chose qui nous a beaucoup marqué avec Sébastien Lorcan quand on a écrit ce livre, c'est que beaucoup de militants ne croyaient plus en la démocratie, ne croyaient plus dans le vote, ne croyaient plus en la représentation nationale. Mais en fait, on déserte absolument ce terrain qui est le seul qui peut nous faire prendre un virage d'ampleur. Donc je dirais que si on veut retrouver de l'espoir, il faut reconquérir le champ démocratique, et aussi, et là je te rejoins, agir chacun à sa propre échelle. Vu que tu donnais plusieurs citations, je vais y aller aussi moi-même de ma citation, mais moi il y a une citation que j'adore d'Émile Guillaumin, qui est un romancier du 19e, je crois, et qui dit le vrai idéalisme agissant, c'est de créer du mieux dans son humble sphère et d'élargir peu à peu le champ d'action et le rayon d'action. Et je crois qu'en fait, à partir du moment où on n'abandonne pas la possibilité de changer l'horizon, et si dans le même temps on essaie de changer notre quotidien et notre propre petite sphère, je crois qu'on cédera pas à la désespérance. Peut-être qu'on verra si on changera les choses, mais au moins on se battra jusqu'au bout, et je crois que c'est le seul moyen de retrouver un petit peu espoir. Merci. On doit malheureusement s'arrêter là. Je sais qu'il y avait des questions dans l'Assemblée. On reste ici si vous voulez venir les poser aux intervenants pendant le quart d'heure de pause. Merci beaucoup pour tous ces échanges parsemés d'anxiété, mais aussi beaucoup d'espoir. Et puis à bientôt.